Moi j'ai même des prospects qui me disent alors écoute Juliette, je t'appelle parce que j'ai besoin d'aller sur TikTok, sur Instagram, je veux un podcast et en même temps je vais faire des vidéos, je vais avoir une newsletter, etc. Je fais wow, on va se calm down. Faut pas confondre raconter des histoires et inventer des histoires. Tu peux raconter l'histoire de ton entreprise sans que ce soit complètement bullshit. On est les seuls responsables de la qualité de nos contenus et qu'en fait si nos contenus ils sont pas vus ou qui génèrent pas de clients, c'est de notre faute, c'est pas de la faute des autres. Et il y a des gens qui étaient pas très contents en commentaire parce que ça pique un peu l'ego. Et si les personnes elles s'engagent avec ton post, peut-être qu'elles vont en fait être intéressées sur le moment, mais tu leur demandes 2 heures après sur quoi ils portaient, peut-être qu'elles sauront pas en fait. Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui vous offre un accès exclusif aux experts marketing les plus reconnus et réputés en France. Découvrez leurs expériences, recevez des conseils concrets et des stratégies de pointe pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour Juliette, ça va? Bonjour Julie, ça va et toi? Ça va, merci. Bienvenue au Market du succès, podcast SEMrush. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Si jamais, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr. Alors, je suis Juliette Cadeau, je suis entrepreneuse dans la communication. J'ai monté mon agence de communication qui s'appelle comme moi, qui s'appelle Cadeau. Et je suis spécialiste du contenu. En fait, on va sûrement en discuter, mais je suis spécialiste dans le contenu dans tout son ensemble, que ça aille de la stratégie jusqu'à la création, mais aussi le coaching et comment prendre sa place en tant qu'entrepreneur ou qu'entreprise grâce au contenu. Ok, super. Bah, justement, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, là, on va parler de contenu aujourd'hui et surtout stratégie de communication. Magnifique. Donc, on va commencer un peu dans la base. Ouais. C'est quoi exactement, en quoi consiste une stratégie de communication? Eh ben, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, ça peut être flou pour pas mal de personnes. On a l'impression que il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est pas forcément nécessaire, que c'est du bonus, etc. En fait, non, la stratégie de communication, j'ai tendance à le comparer au foot. T'auras pas de match important sans une stratégie avant. Pourquoi tu ne traites pas comme une finale de Coupe du Monde, finalement? Donc effectivement, la stratégie de communication, c'est simplement une bonne préparation. Comme on préparerait un marathon, si je reprends l'analogie du sport, c'est une bonne préparation pour faire des actions, pour avoir des actions de communication qui soient efficaces. Donc ça consiste à se poser, à se dire « Ok, quels sont mes objectifs en communiquant ?» Parce qu'en fait, différentes entreprises ont différents objectifs en communiquant. Certaines vont avoir besoin de communiquer pour trouver des clients. D'autres ont déjà des clients, n'ont pas nécessairement besoin d'en trouver, mais vont avoir besoin de travailler leur notoriété, travailler leur crédibilité, se différencier de leurs concurrents. Tout ça, ça fait partie des objectifs qu'on peut poursuivre, tout en sachant qu'on peut avoir plusieurs objectifs à la fois en fonction de la temporalité, etc. La stratégie de communication, c'est aussi le fait de s'intéresser à ceux qui vont acheter nos produits ou nos services. Donc c'est le travail de ce que l'on appelle soit de cible ou de persona, hein, ce sont 2 éléments de langage qui sont synonymes. Et en fait, c'est l'apprentissage à connaître nos clients, l'apprentissage de ce que veulent nos clients, parce qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, que ce soit dans un cadre B2B ou B2C, hein, parce que c'est ce que je dis souvent, derrière le professionnel, on est des consommateurs. Ouais. Donc il est obligatoire en fait de s'intéresser à ce pourquoi les gens vont acheter. En tant que consommateur, j'ai un choix énorme. Je peux choisir entre plein de marques différentes. Donc qu'est-ce qui va faire que je vais acheter chez une marque ou chez une autre? Et ça, c'est les stratégies de communication sur lesquelles on va jouer aussi dessus. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail avec le type de clients avec qui tu travailles, est-ce que tu travailles surtout des clients B2B, des clients B2C, justement, parce qu'on parle un peu de cette différenciation non, de type de stratégie? Moi, j'ai les deux. Très honnêtement, moi, je sais que c'est la mode d'être ultra spécialisé, etc. Ce n'est pas mon cas. Cela dit, si tu prends ce que je fais, je suis quand même spécialisée dans le contenu en lui-même, sur le contenu, ce que l'on appelle organique. Donc, c'est le contenu qui est non payé, hein, parce que sur les réseaux sociaux et même Internet, on peut acheter des espaces publicitaires ou des mots-clés, etc. C'est pas ce que je fais, moi. Quand j'ai des clients qui en ont besoin, je m'entoure de spécialistes pour le faire, mais on ne le propose pas à la base dans l'agence. Mais moi, je m'occupe de stratégie de communication organique, donc stratégie de contenu, pour différents clients, qu'ils soient en B2B ou en B2C, et j'ai à la fois des freelances, donc des toutes petites entreprises, et aussi des groupes cotés en bourse. Donc j'ai les deux, parce que moi, j'aime beaucoup, en fait, avoir des clients très différents, des projets très différents, ça me nourrit, ça m'inspire. J'ai tendance à être polyvalente de nature et si jamais je m'enferme dans un seul et même thème ou un seul et même type d'entreprise, je m'ennuie. Et comme je m'ennuie, je suis moins créative. C'est vrai qu'au niveau de pouvoir se diversifier un peu, c'est super intéressant quand on travaille avec des clients. Je voulais te demander, parce que tu parles justement un peu de la partie organique, non? Surtout, tu te centres beaucoup sur la création de contenu organique ou de stratégie de contenu organique pour tes clients.
J'imagine on parle beaucoup de inbound marketing. Tout à fait. Non, dans ce cas-ci. Donc, si jamais pour ceux qui ne connaissent pas l'inbound, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu dans tes mots? Bien sûr. C'est quoi l'inbound marketing? Alors pour le vulgariser, hein, parce que me tapez pas dessus si jamais je suis pas, je vulgarise exprès. En fait, la manière dont je l'explique à mes clients, c'est la suivante. Et on a l'outbound marketing et l'inbound marketing, qui sont pas opposés, mais qui sont complémentaires. L'outbound marketing, on est plus sur des actions, moi je le compare comme ça, d'aller chercher le client. Alors que dans l'inbound marketing, on est plutôt dans l'attraction du client. Ouais. Et ce sont deux choses différentes, puisque l'outbound marketing sont plutôt, par exemple, les actions d'achat d'espace publicitaire, par exemple. Donc, en gros, je vais acheter un espace publicitaire pour placarder mon offre et dire voilà ce que vous pouvez acheter auprès de moi. Alors que l'inbound marketing, c'est la création de contenu. Donc, c'est plutôt un petit peu comme se positionner comme un média, donner des informations périphériques autour de notre offre qui va permettre d'attirer le client. C'est-à-dire que si on prend SEMrush par exemple, SEMrush, ça va être par exemple, je vais donner des astuces sur le marketing ou sur le SEO ou sur la programmation des posts, etc. en fonction de la fonctionnalité de SEMrush que je veux pousser. Et je vais donner par exemple 5 tips pour réussir sa stratégie d'inbound marketing. Les personnes qui vont lire ça vont se dire « Ah ok, c'est intéressant » et vont potentiellement, la prochaine fois qu'elles vont avoir besoin d'inbound marketing, penser à SEMrush. C'est ça l'inbound marketing, c'est l'attraction du client. Ça prend plus de temps. Mais c'est plus solide. On est sur des bases solides parce que c'est en fait comme se construire une réputation finalement en n'étant pas dans la vente directe et en étant dans le partage d'informations autour de notre organisme et de notre organisation. Donc, c'est par exemple quand on parle d'attirer les clients, comment est-ce que tu aborderais un petit peu avec un nouveau client, par exemple, qui rejoint l'agence la création de contenu pour attirer ou convertir des clients, non? Parce que souvent, de plus en plus, on parle qu'on a besoin que toutes les actions marketing soient axées sur les chiffres d'affaires ou les KPI business. Donc, du coup, comment est-ce que tu pourrais essayer de créer des contenus organiques pour pouvoir convertir et attirer des clients qui vont convertir après? Ah bah alors justement, c'est là où on revient à notre première question, c'était la stratégie en fait finalement. Donc, quand j'ai un nouveau client qui n'a pas fait d'action marketing ou qui n'atteint pas ses objectifs avec ses actions marketing déjà faites, ce que je fais, c'est qu'on va commencer par une stratégie. Donc, on va tout reposer à plat, je vais lui poser des questions sur son offre, sur les clients qu'il a aujourd'hui, mais aussi ses clients idéaux en fait, parce que certaines personnes ont envie de changer parfois sans changer complètement de client, mais en tout cas gagner une nouvelle part de marché. Ouais. Donc effectivement, on va en discuter. Donc tout ça va partir de la stratégie. Et en fait, pour créer des contenus qui convertissent, moi c'est quelque chose que je dis à chaque fois dans tous mes coachings, dans toutes mes stratégies, dans tous les contenus qu'on fait pour nos clients, c'est d'apprendre à connaître son client et surtout à se concentrer sur leurs points de douleur. Ouais. C'est super important. Parce qu'en fait, même d'un point de vue message, le point de douleur est plus important que le besoin. Je m'explique. Je vais avoir par exemple, mon besoin c'est d'aller attirer du client. Si je pars de ce principe-là avec cette sémantique-là, cette façon de parler, je vais dire, voici 5 façons d'attirer vos clients. On est sur le besoin d'attirer du client. Si on est sur le point de douleur, je vais prendre la négation, qui est plus forte, en disant, voilà pourquoi tu n'arrives pas à aller chercher tes clients. Et là, tu vois, t'as un petit pic de l'ego qui est un peu plus difficile. Et les entrepreneurs ont de l'ego, hein. Ça, il y a des gens qui sont pas forcément d'accord, mais quand t'entreprends, t'as quand même un petit peu d'ego. Et je le vois aussi, moi, parfois, je pique un peu fort sur LinkedIn et il y a des gens qui sont un peu vexés. Hier, j'ai fait justement un post sur le fait, sur LinkedIn, sur le fait qu'on est les seuls responsables de la qualité de nos contenus et qu'en fait si nos contenus ils sont pas vus ou qui génèrent pas de clients, c'est de notre faute, c'est pas de la faute des autres. Et il y a des gens qui étaient pas très contents en commentaire parce que ça pique un peu l'ego et en fait c'est là où tu vois que, mais moi ça m'a apporté des prospects ce post, et c'est là où tu vois c'est très important d'apprendre à connaître son client, d'apprendre à connaître son point de douleur, parce qu'en fait, et c'est surtout se défaire de sa casquette d'expert. Pourquoi? Parce que moi je sais quelles sont les actions marketing qui vont permettre d'attirer du client. Mais mes clients, ils ne le savent pas. Parce que si mes clients le savaient, ils ne seraient pas mes clients. Donc en fait, c'est la communication qui t'apporte des clients ou des prospects en tout cas, c'est les actions de marketing où tu ne parles pas de toi, mais tu parles à ta cible d'elle-même. Tu crées un truc chez elle, tu crées un réflexe, tu crées un sursaut qui fait qu'elle va se reconnaître dedans. Quel que soit ton domaine d'activité, hein, même en B2C, etc. Si tu parles de, je ne sais pas, par exemple, d'entreprise dans l'alimentation, voilà X choses pour lesquelles tu n'arrives pas à perdre, à prendre du poids en fonction des objectifs en fait. Et ça va permettre de piquer un petit peu au cœur du prospect et c'est là où tu vas créer des actions marketing, en tout cas du contenu qui va convertir. Et par exemple, lorsqu'on parle, non, parce qu'on a vu beaucoup le parcours client évoluer dans les dernières années, non, où est-ce on parlait beaucoup par exemple de l'entonnoir, non, de conversion.
qui était très linéal avant. Non, donc, on avait du contenu pour attirer, du contenu pour convertir, du contenu pour fidéliser. Maintenant, on voit vraiment des touchpoint marketing qui doivent être dans différents... C'est vraiment un parcours client beaucoup plus dynamique. Comment est-ce que tu gères avec tes clients la création de ces contenus dans un format où est-ce que, justement, le client n'a plus une direction linéale dans son parcours client pour convertir ou pour acheter un produit? Non, par exemple... On parle que de nos jours, on a besoin de au moins 17 impacts publicitaires, que ce soit organique ou payé, non? Pour pouvoir acheter un produit minimum sur certains, surtout des produits physiques, non? On a besoin, par exemple, des posts organiques, on a besoin des posts, un article de blog qui va pouvoir répondre aux questions des clients. On a besoin, donc, comment est-ce que tu pourrais aborder ce sujet avec tes clients pour pouvoir justement préparer du contenu qui puisse accompagner le client dans ce parcours? Justement, en fait, pour moi, c'est encore une fois, tout n'est que stratégie, c'est des choses qu'on voit en stratégie en amont. Et ça va être plutôt sur des thématiques. En fait, on va voir moi, généralement, ce que je fais dans les stratégies avec mes clients et avec mes équipes, c'est que le client, on lui pose des questions donc, sur son offre, etc., sur ses clients aussi. Qui sont tes clients? Quelle taille d'entreprise? Pourquoi? Moi, une question que j'aime bien poser, c'est pourquoi tes clients viennent te voir généralement? C'est en gros, et c'est là où tu vas pouvoir aller chercher les points de douleur. Pour quelqu'un qui est dans le marketing, ça peut être effectivement, j'arrive pas à attirer des clients. Pour quelqu'un qui est dans le commercial, ça va être, j'arrive pas à closer mes clients. Et là, tu vois, en fait, en gros, ça va être comme ça. Donc la première chose, ça va être poser les bonnes questions. Mais c'est en fait par les thématiques de contenu. Pour avoir, en fait, pour traverser toute cette linéarité, ce parcours client, etc., pour moi, c'est voir un petit peu tout le contenu dans son ensemble et avoir un mind mapping, tu vois, avec différentes thématiques. J'ai les thématiques qui sont mes points de douleur de mes clients d'un côté, donc ça, c'est plutôt pour convertir, etc., même s'il y a ça peut aussi fidéliser. J'ai mes valeurs, par exemple, en tant qu'entreprise, les choses sur lesquelles je veux prendre la parole. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui, comme moi, communique pour sa propre entreprise en tant qu'ambassadeur, je ne parle pas que de marketing et de communication toute la journée. Je parle aussi d'entrepreneuriat, je parle aussi de valeurs qui me sont chères, de féminisme, etc., tu vois, qui va me permettre, en fait, de montrer qui je suis aussi derrière. Une entreprise, c'est pareil. Même si on prend le cas d'une entreprise et pas forcément d'un chef d'entreprise qui prend la parole, une entreprise aussi, elle porte des valeurs. Tu as des entreprises qui portent des valeurs d'écologie, et des autres entreprises qui portent des valeurs d'inclusivité, etc. Donc ça va faire partie des thématiques de contenu qui vont plutôt servir à fidéliser, en gros, se dire... Je veux pas seulement acheter pour cette entreprise, pour ses services, je veux acheter pour cette entreprise pour ce qu'elle est. Et ça, c'est important. Donc effectivement, pour pouvoir avoir tout ce parcours client, ça va être de définir en amont quelles sont les thématiques de contenu sur lesquelles je veux prendre la parole et quelles sont celles sur lesquelles je veux pas prendre la parole aussi. Parce que pareil, moi je suis quelqu'un de polyvalent, mais il faut éviter aussi d'aller sur trop de sujets en même temps parce que ça peut être confus pour les personnes. Donc c'est important de savoir ce qu'on veut, mais c'est important de savoir ce qu'on veut pas aussi. En fait, tu as parlé un peu, non, justement, de comment est-ce qu'on veut mettre en avant les valeurs des marques. On parle aussi beaucoup, non, de nos jours, d'humaniser les marques. Oui, tout à fait. Non? Donc, comment est-ce que tu aiderais les marques à s'humaniser, non, à montrer ce côté humain pour pouvoir vendre à travers le contenu? Alors, déjà, en fait, c'est une stratégie. Hier, j'étais avec un nouveau client et qui, lui, veut faire du faceless marketing. Donc, qu'est-ce que c'est le faceless marketing? C'est en gros, c'est un marketing où on ne voit jamais d'humain. C'est un parti pris. Ça donne un côté, en plus lui c'est un client qui est dans la rénovation, etc., tu vois, donc il y a un côté de décoration, un peu magazine déco qui peut être intéressant, tu vois, donc ça se prête bien et on va le tester. Je lui ai dit, écoute, on va le tester, on va voir si ça fonctionne comme ça, sinon peut-être qu'il faudra considérer humaniser la marque, effectivement. Mais comment on humanise une entreprise? Eh bien, déjà, c'est sur base du volontariat. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas obliger des gens à se montrer. Ça, c'est hyper important. C'est que je suis quelqu'un d'assez dynamique, etc. Mais je reste quand même quelqu'un de très pragmatique. Et on peut pas obliger les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, encore moins quand c'est pas leur entreprise. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On peut humaniser la marque, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que si les salariés veulent pas être montrés, on va pas aller contre leur volonté, en fait. Donc ça peut être comme toi, hein, tu vois, avec des salariés qui ont envie, en fait, pas forcément de se montrer pour se vanter, tu vois, mais qui ont envie de participer, qui n'ont pas peur des caméras, qui n'ont pas peur des photos, qui ont bien envie d'être sur les photos, de montrer un petit peu l'humanisation derrière l'entreprise, etc. Donc comment on peut faire? Premièrement, sur base du volontariat. Mais généralement, si on a envie, moi c'est un truc que je conseille et que j'ai conseillé avec plusieurs entreprises que j'ai accompagnées dans leur stratégie d'employé advocacy. Donc l'employé advocacy, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de prendre la parole en tant que groupe, donc en tant qu'entreprise, mais aussi de tous les humains qui composent cette entreprise, et chaque salarié volontaire
peut commencer à faire un personal branding lui-même, etc. Et en fait, c'est ce que je disais avec les personnes avec lesquelles que j'ai accompagné là-dessus, c'est que il faut toujours avoir un chef de file. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui montre l'exemple. Tu peux pas être un PDG, dire il faut qu'on humanise la marque et ne pas le faire toi. C'est pas normal. C'est à toi, en fait, de montrer l'impulsion. Et généralement, on verra qu'au départ, tu vas peut-être avoir plein de noms, mais il suffit qu'il y ait le PDG qui commence à le faire, que tout le monde voit que c'est pas si grave, qu'il n'y a pas de problème, qu'il s'est pas pris une vague de haine, etc. Parce que c'est pour ça que les gens ont peur de se lancer sur les réseaux sociaux, généralement. Et donc, en fait, il faut une impulsion, soit de la part d'un dirigeant, soit de la part au moins d'un cadre supérieur, en tout cas d'un manager, obligatoire, parce qu'on peut pas demander aux salariés d'humaniser la marque si on n'est pas prêt, en fait, à impulser. Dans ces cas-là, non. Ou alors, c'est sur base du volontariat, parce qu'un salarié a montré la volonté de le faire. Mais sinon, non, on donne l'impulsion en tant que chef d'entreprise, c'est très important de montrer l'exemple. Mais c'est vrai, par exemple, tu parles d'employee advocacy, ça, on le voit beaucoup dans les marques. Chez Semrush, par exemple, nous, on a un programme d'employee advocacy qui, normalement, je pense que ça marche assez bien. Et c'est justement ça, en fait, ce que l'entreprise essaie de motiver les employés. En fait, c'est pas seulement de parler de la boîte. En fait, ce que fait l'entreprise, c'est justement, ils nous disent non, vous êtes expert dans certains domaines. Donc, on a des personnes de l'équipe de email marketing, des gens dans l'équipe de design, des gens dans l'équipe de produits qui ont chacun des expertises qui peuvent apporter justement cette valeur dans leur marque personnelle. Mais forcément, ils vont pouvoir, grâce à cette marque personnelle qu'ils vont pouvoir créer, parler de la compagnie parce que c'est quelque chose qui va venir naturellement, non? Donc, c'est aussi un peu cette façon de créer une façon de communiquer les marques. Donc, je trouve assez intéressant parce que c'est aussi une grande tendance qu'on voit. Bien sûr. De plus en plus. Notamment sur LinkedIn, tout à fait. Surtout sur LinkedIn. Donc, du coup, on va aborder la question LinkedIn aussi parce que je sais que c'est un des canaux que tu utilises énormément. Mais avant, je voulais te poser une question. On parle beaucoup, quand on parle d'humaniser aussi le contenu d'une marque, on parle aussi beaucoup de storytelling. Que joue le storytelling, non? Un peu, c'est quoi l'importance du storytelling pour pouvoir justement bien raconter l'histoire d'une marque, pour captiver l'attention et justement vraiment attirer les clients qu'on veut attirer pour une marque? Le storytelling, c'est justement ça, en fait. On aime tous les histoires. On aime tous quand on nous raconte des histoires, mais attention là-dessus où je sais que le public français est parfois un petit peu noir ou blanc et du coup il faut pas confondre storytelling et il faut pas confondre raconter des histoires et inventer des histoires. C'est deux choses différentes. En fait, tu peux raconter l'histoire de ton entreprise sans que ce soit complètement bullshit, tu vois. Donc ça, c'est hyper important de faire la différence entre les deux. Raconter une histoire n'est pas inventer une histoire. En revanche, par rapport au storytelling, comment l'amener? Justement, c'est en faisant un petit travail de prise de recul. Ok, comment elle est née l'entreprise, qu'est-ce qu'on a fait, etc. C'est en gros raconter l'histoire comme tu la raconterais à un ami. Moi, c'est ce que je dis généralement à mes clients dans les différents coachings que je fais ou même l'accompagnement d'entreprise, etc. Je leur dis en fait, amenez de l'oralité dans vos contenus. C'est-à-dire que si je te raconte mon histoire, Julie, je vais pas te dire, forte d'une expérience de 10 ans, j'ai commencé ma carrière dans le journalisme. Non, je vais te dire, alors écoute, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en études de stylisme et j'ai décroché un job avant même d'avoir mon diplôme. Et là, je suis dans le storytelling. Parce qu'en fait, c'est tout simple, dans le storytelling, on en fait tous les jours quand on va prendre un café avec nos amis et qu'on leur raconte ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc c'est travailler là-dessus, c'est en fait raconter des histoires comme on la raconterait à un ami, comme on la raconterait à notre famille en rentrant le soir, comme on la raconterait à un collègue. C'est vrai, souvent on a l'impression que pour faire du bon storytelling, non, il faut être des copywriters experts, il faut pouvoir écrire, justement, avoir le don avec les mots. Et vraiment, ce que les gens veulent, c'est aussi une façon d'humaniser notre marque. C'est de l'authenticité finalement, effectivement, parce que si alors évidemment, tu racontes que là, c'est quelque chose sur lequel je mets en garde aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on a envie de montrer. Mais c'est valable dans les deux sens. C'est valable pour le fait de ne pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux, mais c'est valable aussi pour le sens pour vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de raconter quelque chose, ne le faites pas. Hyper important. Mais donc, l'oralité et la manière de raconter le storytelling, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Voilà, si jamais vous racontez à quel point ce collègue vous a embêté la semaine dernière, on va pas donner son nom dans le storytelling. Et si vous racontez une histoire avec un client où ça se passe mal, ça arrive quand on est entrepreneur. Donc, si on raconte ça sur les réseaux pour partager les insights, ce qu'on a appris grâce à cette mauvaise expérience, on va pas nommer le client. Ça, c'est alors qu'avec les amis, je peux le nommer le client, mais pas en storytelling. Donc, c'est juste en fait toujours. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'on n'a pas soit le pied sur l'accélérateur ou le pied sur la pédale de frein. C'est
l'un ou l'autre. On a notre bâton de funambule et on va en fait essayer de trouver l'équilibre entre storytelling et entre raconter une histoire et inventer une histoire. Voilà, on va essayer de trouver quelque chose d'équilibré là-dessus. Justement, tu parles un peu de balance, non, équilibre. Il y a aussi, est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir un équilibre dans le type de contenu qu'on publie? Par exemple, on va se lancer un peu dans LinkedIn maintenant, non? Parce que je sais que c'est un réseau que tu utilises beaucoup. Sur les types de contenus qu'on doit publier au niveau plus personnel versus les types de contenus qui sont plus pour le vendre, non? Pour vendre les produits. Donc, on parle souvent d'un équilibre. Non, il faut pas toujours vendre les produits. Non, on entend beaucoup ça. Je pense que tu n'es pas d'accord avec ça. Ah si, moi je suis complètement d'accord. L'équilibre, c'est hyper important. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que tout n'est qu'équilibre. Une vie, on dit souvent d'avoir une vie équilibrée, une alimentation équilibrée, mais c'est vrai en fait. C'est valable pour tous les pans de la vie. Il faut pas être toujours soit dans tout l'un, soit dans tout l'autre en fait. Et parce que le problème, c'est que si tu fais trop de posts, par exemple, qui racontent ta vie, tes valeurs, etc., qu'est-ce que tu risques de faire? Tu risques d'avoir, parce que ce sont les posts qui fonctionnent le mieux généralement. Ouais. Tu risques d'avoir beaucoup de vues, de followers, de likes, de commentaires, etc., mais pas de business. Parce que c'est pas ce qui convertit. Moi, je l'ai vu récemment, des personnes qui partageaient leurs résultats sur LinkedIn, qui avaient par exemple des centaines de milliers de vues sur certains posts, mais qui disaient « mais ça m'a rien apporté ». Voilà, ça m'a rapporté un peu de visibilité et encore, tout le monde ne m'a pas suivi face à ça. J'ai pas eu 100 000 followers, quoi. Donc ça, c'est très important de prendre en compte. Mais c'est bien aussi d'en avoir parce que ça permet justement d'humaniser. Ça permet d'aller chercher je vais suivre Julie parce que Julie, elle est au marketing chez SEMrush et que je suis intéressée par SEMrush et par le marketing, mais aussi parce que c'est Julie. Parce que j'aime bien ce qu'elle me raconte, parce que voilà. Mais par contre, il faut aussi avoir des posts qui vont nous permettre de vendre soit nos produits, soit nos services, parce que alors, ça dépend aussi de pourquoi on se lance sur les réseaux. Hein. Mais si on se lance pour porter son business, ça reste le nerf de la guerre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc oui, toujours une recherche d'équilibre entre les posts qui convertissent et les posts qui vont un peu plus raconter sa vie et les posts aussi qui démontrent notre expertise. Quand on parle d'une stratégie de communication, est-ce que tu recommandes aux marques de se lancer sur seulement un réseau ou sur plusieurs réseaux à la fois? Ça dépend des ressources. Ça dépend des ressources parce que... J'en discutais justement hier avec ce nouveau client qui est aussi un ami, et en fait, je lui disais, il vaut mieux en fait... Alors, en fait, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas parce qu'on prend des décisions à un moment qu'on peut pas en prendre d'autres après. C'est-à-dire que c'est pas soit là, on se dit, ouais, je suis partout, et après, je serai nulle part. Et c'est pas parce que je me dis là, tout de suite, je vais d'abord me concentrer sur LinkedIn, que je peux pas lancer TikTok, Instagram, YouTube après. Donc hyper important en fait de se dire que les décisions d'aujourd'hui ne sont pas définitives, hein. C'est pas voilà, tu prends pas un engagement de te plus jamais que sur LinkedIn, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en fait ça dépend des ressources. Est-ce que tu as en tant que marque, est-ce que tu as du monde, est-ce que tu as des personnes dans la communication qui peuvent le faire, ou est-ce que tu as du budget pour pouvoir déléguer? Dans ces cas-là, oui, dans le meilleur des mondes, c'est bien d'être partout. Moi je l'ai fait, moi je me suis lancée aussi sur Instagram et sur TikTok, mais sur Instagram et sur TikTok je ne fais que mes stories et répondre à mes messages. Le reste, tout est géré par mon prestataire. Et sinon, je me serais pas lancée sur TikTok et sur Instagram. Je me serais contentée de LinkedIn, etc. C'est parce que j'ai pu dégager un budget. Donc tout est une question de ressources. C'est bien d'être partout, mais il faut pouvoir le faire parce que dans ces cas-là, si tu es limité soit en ressources d'équipe ou soit tu es limité en ressources de budget, dans ces cas-là, il vaut mieux être fort sur un seul réseau et bien s'y implanter et après tu lances les autres. Et ça, pareil, c'est une question d'habitude. Quand tu connais pas du tout les réseaux sociaux, c'est super dur de se lancer absolument partout et d'être bon partout. Alors que si tu te lances d'abord que sur LinkedIn, tu fais 6-9 mois dessus, et une fois que tu as fait 6-9 mois, normalement tu es plutôt bien rodé, tu sais écrire, tu sais quels sont les contenus que ton audience attend, etc., etc. Et là, tu peux considérer un nouveau canal de communication. Donc ça dépend des ressources. Ok. Je trouve intéressant parce qu'en fait, il y a plusieurs marques, non, souvent on voit et disent, je vais me lancer sur LinkedIn parce que LinkedIn, on doit être là parce qu'on est une business. Après, je vais me lancer sur Instagram, je vais être sur Pinterest. Et je vais avoir un podcast. Et voilà, du coup. Et j'ai l'impression, est-ce que ça, c'est une erreur que tu vois avec tes clients? Tout le temps. Et moi, j'ai même des prospects qui me disent, alors écoute, Juliette, je t'appelle parce que j'ai besoin d'aller sur TikTok, sur Instagram, je veux un podcast. Et en même temps, je vais faire des vidéos, je vais avoir une newsletter, etc. Je fais, wow, on va se calm down. Et parce qu'en fait, et surtout, en fait, c'est toujours ça, c'est qu'on oublie la temporalité. Ouais. On oublie le fait que tu peux d'abord te lancer sur LinkedIn et dans 9 mois, lancer ton podcast. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait d'abord LinkedIn à fond. 9 mois après, j'ai lancé ma newsletter. Et encore 9 mois après, j'ai lancé TikTok et Instagram. Piano.
pas besoin d'aller hyper loin. Mais oui, non, c'est une erreur qui est ultra commune et généralement, en fait, les personnes qui n'ont pas de résultats, c'est aussi parce qu'elles sont partout à la fois et donc être partout à la fois, ça veut dire que t'as du mal à suivre et donc tu sais que j'ai mon post Instagram et j'ai mon TikTok et j'ai LinkedIn aussi et du coup tu veux tout faire donc tu fais tout un peu vite fait donc finalement t'es pas très bon. Donc pas très bon. Mais ouais, c'est une erreur qui est ultra commune. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, de la réutilisation ou recyclage du contenu pour pouvoir diffuser sur d'autres réseaux? Non, par exemple, j'ai vu une stratégie que je trouve que c'est assez intéressant, c'est de se centrer sur un réseau, par exemple LinkedIn, et de réutiliser ces posts, de les adapter un petit peu pour pouvoir réutiliser sur d'autres réseaux. Donc, c'est une façon que tu dois pas dédier énormément de temps à créer du contenu nouveau pour ces réseaux, mais vraiment, c'est de prendre ce message et simplement de le distribuer à plus de monde, non? Ouais, complètement. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand tu vas voir certains de mes carousels sur LinkedIn, c'est des newsletters. Hein. Personne ne voit. Mais bien sûr, on recycle dans nos cuisines. Pourquoi on recyclerait pas nos contenus? Bien sûr, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en fait, on est les seuls qui connaissons tout notre contenu par cœur. Si je te pose une question, Julie, est-ce que tu peux me citer un contenu sur LinkedIn que tu as vu la semaine dernière? C'est compliqué. Voilà. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que déjà, on a le choix entre des millions de contenus par jour, parce qu'on en parle de LinkedIn, là. Ouais. Mais les personnes qui utilisent LinkedIn, si ça se trouve dans le métro, elles scrollent sur TikTok, elles scrollent sur Instagram. Donc, t'as ce que tu vois sur LinkedIn, ce que tu vois sur Instagram, ce que tu vois, ce que t'entends à la télévision, ce que t'entends à la radio. Si t'écoutes la radio, t'écoutes peut-être des podcasts aussi. Et après, tu vois, t'es dans le métro ou en voiture et tu vois les panneaux publicitaires qui te renvoient encore de l'information. Donc en fait, on est assailli d'informations constamment. C'est un bombardement de contenu. Hein. C'est impossible de tout voir et surtout de tout retenir. Ouais. Et si les personnes, elles s'engagent avec ton post, peut-être qu'elles vont en fait être intéressées sur le moment, mais tu leur demandes 2 heures après sur quoi ils portaient, peut-être qu'elles ne sauront pas en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de recycler son contenu, parce que ça permet aussi de gagner du temps. Et en plus, il faut se détacher de se dire « Ah mais ça, j'en ai déjà parlé il y a 3 mois. » Non, alors pour le coup, encore une fois, équilibre. Il ne faut pas dupliquer d'une semaine à l'autre exactement le même contenu, etc. Tu vois, moi, par exemple, j'ai aussi des vidéos qui étaient des posts LinkedIn qu'on a repris en vidéo avec Clément, avec qui je fais les vidéos, tu vois. Et pour le coup, mais c'est des posts LinkedIn du mois d'avant ou d'il y a 3 mois, etc. Tu vois, donc l'idée, c'est pas non plus de reprendre exactement le même carrousel et tu l'as posté il y a 2 semaines et tu le repostes, tu vois. C'est un peu il faut le faire de manière intelligente, bien sûr. Justement, tu parlais un peu, non, de qu'on est tous les jours, on a énormément de contenus qui sont présentés sous différents formats, canaux, etc. Comment est-ce que tu recommandes, donc qu'est-ce que tu vois, comment est-ce que tu recommanderais aux marques de sortir du lot, non, au niveau de son contenu? Parce qu'en fait, ce qu'il faut, justement, il faut être ce post que tu te rappelles, il y a où tu veux interagir avec ce post, que tu fasses le like, que tu commentes. Parce que ça, en fait, c'est que tu as gagné. Parce que ça veut dire qu'en fait, que si ton contenu, dans tous les contenus que cette personne a vus, dans les, 30 minutes qu'elle a scrollé Instagram, qu'elle a scrollé LinkedIn, tu as sorti du lot. Comment est-ce que tu recommandes de faire, en fait, pour sortir du lot dans tes contenus? Justement, en apprenant à connaître ton audience et en apprenant à connaître tes clients. Ça, c'est le plus important, parce qu'en fait, ça, pareil, erreur extrêmement commune. On pense que communiquer, c'est parler de soi. C'est dire, voilà ce qu'on fait, voilà notre offre, et puis on fait ça, etc. Non, en fait, encore une fois, ce qui intéresse les gens, c'est pas ton entreprise, c'est la leur. L'être humain est profondément égocentrique. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas un reproche, je le suis aussi. Hein. En fait, déjà, il y a cette nature humaine qui est très égocentrique. Je veux pas que tu me parles de toi, je veux que tu me parles de moi. Et deuxièmement, il y a le fait que toute la journée, on essaie de nous vendre des trucs. Ouais. Toute la journée, je vois passer des promotions, des mails qui me disent « Attention, t'as plus que 24 heures pour acheter ça ». Il y a des mecs qui m'arrêtent dans la rue pour me vendre des trucs. Il y a les télémarketeurs qui m'appellent pour me vendre des trucs. Donc en fait, le public est devenu méfiant. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que les contenus trop pubs ne fonctionnent pas à cause de ça, parce que les gens sont devenus méfiants. Ils se disent qu'en fait, ils en ont marre d'être tout le temps assaillis de propositions d'achat. Et donc, comment tu vas te différencier? Justement, en n'étant pas dans la pub, en étant dans la valeur, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas peur de donner des conseils gratuitement aux personnes qui me suivent. Également, en apprenant à connaître les personnes qui vont acheter auprès de moi, parce que comme ça, je sais comment leur parler. Et encore une fois, voilà, c'est pas parler de moi, parce que si je te parle là, de tout ce qu'on dit là, je le sais, moi, tout ça. Ouais. Mais je le dis quand même dans ma communication, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est mes potentiels clients, mes prospects, les personnes qui me suivent. Je m'en fiche, en fait. Si je veux parler que de moi et de ce que je sais, et que je veux pas partager, dans ces cas-là, t'écris dans un journal intime. Tu fais pas du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, apprendre à connaître nos cibles.
délivrer de la valeur. Humaniser peut être aussi un élément différenciant, mais après pareil, les axes de différenciation, c'est quelque chose que je travaille aussi avec mes clients. C'est en gros, qu'est-ce qui fait qu'on achète chez vous? Pourquoi on achète chez vous? Et ça, c'est très important aussi, c'est de connaître les axes de différenciation, qu'ils soient bons ou mauvais. Moi, je pose toujours la question à mes clients, c'est pourquoi on achèterait chez toi et pourquoi on n'achèterait pas chez toi? Ouais. Et comme ça, tu sais où est-ce que tu peux mettre le curseur pour pouvoir acheter ou pas acheter, tu vois. Je trouve super intéressant. Et pour, par exemple, tu as parlé d'erreurs que commettent tes clients ou les entreprises en général. Quels sont un peu les défis que tu vois aussi qu'ils ont? Parce que souvent, il y a des défis. Nous, tu as parlé avant de ressources. Nous, on manque de ressources. Mais quels sont les défis qu'ont les marques pour pouvoir sortir du lot ou bien communiquer leur marque? Justement, c'est tout ça, c'est sortir du lot. C'est le plus gros défi et c'est répondre... le plus gros... Donc ça, c'est le défi plutôt de positionnement. Ouais. Mais sinon, il y a le défi, en fait, tout simplement d'organisation. Parce que le contenu, c'est une bête qui est constamment affamée. Les réseaux sociaux, si t'arrêtes. Et c'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours les nourrir, toujours. Et donc ça, c'est un des plus gros défis des entreprises et des entrepreneurs qui se lancent en communication, c'est la régularité et la constance. Ouais. Et ça, c'est un énorme défi pour beaucoup, parce qu'en fait, les résultats, et c'est ça le problème aussi aujourd'hui, c'est que on te vend le fait que ouais, tu peux avoir des résultats très rapidement, que tu vas gagner plein de thunes si tu fais ça, etc. Sauf qu'en fait, la vraie bonne communication, ça prend du temps. Ouais. Il faut, en fait, et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, à part si vous faites des tout petits produits, par exemple, voilà, de la cosmétique ou des choses comme ça. Là, si on parle de personnes en B2B, comme c'est le cas sûrement de la plupart des personnes qui regardent ce podcast, en B2B, c'est des plus grosses sommes. Donc les gens ne vont pas acheter sur un coup de tête comme ça, en fait. Et c'est hyper important, en fait, d'avoir de la régularité, de la constance et de prendre en compte que ça ne vient pas du jour au lendemain. Si vous n'achetez pas comme ça du jour au lendemain un service avec plusieurs milliers d'euros, pourquoi ce serait le cas de vos prospects? Ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois, c'est toi, t'achètes pas comme ça. Est-ce que t'as acheté comme ça auprès de moi, d'un coup, pour plusieurs milliers d'euros, etc., pour ta stratégie? Bah non, t'as réfléchi. Donc pourquoi tes prospects, ce serait différent? Ça, c'est vraiment ne pas prendre les gens aussi pour des portefeuilles sur pattes, en fait. Enfin, c'est vraiment... c'est hyper important. Mais ça, c'est un défi qui est compliqué aujourd'hui parce que il y a plusieurs biais. Le principal, c'est que nous, on sait la valeur de notre accompagnement. Donc, on se dit que les gens seraient bêtes de ne pas acheter. Il y a aussi le fait qu'on nous promette un peu sur les réseaux sociaux. Tu as des gens, et ça, n'oubliez pas que les gens qui vous font des promesses le font pour que vous achetiez leur formation. Donc, tu vas avoir des promesses qui vont te dire, oui, avec cette méthode, tu vas avoir X clients en 60 jours, etc., etc. Bref, en fait, en gros, c'est assez biaisé, sauf qu'en fait, la vraie bonne communication, ça prend du temps, ça se fait pas en un jour. En revanche, c'est très puissant derrière, parce que moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que j'ai de très bons résultats sur LinkedIn aujourd'hui. J'ai un pipe commercial qui est rempli constamment. Là, je suis en train de monter mon équipe commerciale parce que je ne peux plus gérer toutes les demandes entrantes toute seule. Et là, du coup, je bosse jour et nuit parce que le temps de trouver la personne, c'est terrible. Enfin, je suis dans l'entre-deux horrible, là. Et en gros... Mais ça fait 2 ans que je fais ça. Ouais. C'est pas venu comme ça. Les gens voient la surface et se disent « Ouais, non, mais pour Juliette, c'est facile, elle a 27 000 abonnés sur LinkedIn. » Et voilà, en plus, je suis pas la plus connue sur LinkedIn, hein, loin de là. Hein. Donc, j'imagine ce que c'est pour les autres aussi. Et en fait, il y a ça aussi, c'est que ça prend du temps. Aujourd'hui, effectivement, dans les calls commerciaux, il y a presque 70-80% des calls où je me présente plus. J'ai plus besoin de me présenter. Mais ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et en fait, c'est ça aussi, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que la communication pour atteindre des objectifs comme celui-ci, ça peut pas se faire en 3 mois. C'est pas possible. Tu disais justement que, par exemple, ton pipe, il est complètement plein, non? Que tu as des demandes entrantes constamment. Est-ce que LinkedIn, c'est le canal d'acquisition qui est le plus important pour toi? Tout à fait, exactement, ouais. C'est pour ça que moi, c'est mon... Déjà, moi, j'aime bien le contenu juste écrit, tu vois, parce que... Alors, je suis aussi sur Instagram et sur TikTok, mais en vidéo. Mais j'aime bien le contenu juste écrit. Moi, j'aime bien le contenu un peu brut. J'ai commencé ma carrière en tant que journaliste, donc, tu vois, l'écriture, j'aime ça. Et donc, déjà, j'aime bien... LinkedIn, c'est un peu mon terrain de jeu favori, déjà, sur le fonctionnement de la plateforme, sur le fait d'avoir que du contenu texte, mais en plus, parce qu'effectivement, c'est ce qui m'apporte le plus de prospects. Soit ils me contactent directement via LinkedIn, soit ils me contactent via mon site parce qu'ils m'ont vu sur LinkedIn. Donc généralement, en fait, c'est soit le canal directement, soit c'est le canal satellite qui a fait que ça a fait rentrer la personne dans mon pipe commercial, en effet, ouais.
Les autres réseaux m'apportent des leads aussi, hein, notamment Instagram, mais les vrais leads qualifiés, c'est vraiment LinkedIn. Et aussi par mon site, mais généralement, c'est des gens qui m'ont découvert sur LinkedIn qui sont passés par mon site. Ouais. Ok, ouais, c'est super intéressant. Si jamais, pour rentrer un petit peu dans notre dernière partie de l'interview, donc je ne sais pas si tu connais le format de notre podcast, mais en fait, dans le podcast, à chaque fin d'épisode, ce qu'on demande à nos invités, c'est de préparer un petit guide step by step, comme on dit, pour pouvoir guider nos auditeurs dans leur création de contenu dans ce cas-ci. Donc, dans ce cas-ci, quels seraient, selon toi, les 5 à 8 conseils que tu pourrais nous donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans la communication de sa marque ou qui veut se lancer sur les réseaux sociaux pour bien communiquer? Quelles seraient les étapes à suivre? Alors, la première étape, c'est de considérer un peu tous les canaux, de voir un petit peu quel est le canal le plus intéressant pour moi. Généralement, si t'es en B2B, le plus intéressant, c'est quand même LinkedIn. Et c'est sous-coté, en plus, parce que j'ai beaucoup de personnes dans ma communauté sur Instagram qui sont en B2B et qui sont que sur Instagram. Je dis, mais va sur LinkedIn. Donc, parce que les leads sont beaucoup plus qualifiés, en fait. Surtout si t'as des accompagnements qui sont un peu chers, comme c'est mon cas, tu vois, c'est important d'être sur LinkedIn. Donc, premièrement, considérer les canaux de communication, les balayer, voir, ok, qu'est-ce qui me plaît pas, etc. Deuxièmement, faire sa stratégie. Super important, c'est-à-dire, ou se faire accompagner, bien sûr. Le plus important, c'est de faire sa stratégie. Donc, on repose à plat les objectifs. Ok, pourquoi je me lance sur ce canal de communication? Pour qui? Qu'est-ce que je veux atteindre? Donc, qu'est-ce que je veux atteindre? Auprès de qui? Donc ça, pareil, travail de cible. N'oubliez pas le travail des points de douleur des cibles. J'apprends à connaître mes cibles et j'apprends surtout à leur parler pour les toucher en plein cœur. Ça, c'est la deuxième étape, donc faire sa stratégie. Dans la stratégie, en plus on pourrait faire tout un épisode dessus, mais il y a les objectifs, les cibles aussi, comme on avait dit, les thématiques de contenu. Ouais. Donc effectivement, ça va être ma troisième étape. Ça va être de définir mes thématiques de contenu, sur quoi je prends la parole. Donc on va avoir les points de douleur de mes cibles, je vais avoir par exemple mes valeurs, je peux les lister, je vais avoir aussi par exemple l'entrepreneuriat, si c'est quelque chose qui m'intéresse, ou tout autre sujet qui m'intéresse. Est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que des passions? Est-ce que je fais beaucoup de sport, par exemple, et j'ai aussi envie d'en parler? Est-ce que je peins? Est-ce que voilà, donc toutes les thématiques de contenu, je vais les définir et je peux les mettre dans un tableau qui va me dire, ok, ça c'est les thématiques qui sont autour de mes valeurs ou de mes loisirs, ça c'est les thématiques qui sont pour mes clients, et ça c'est les thématiques qui sont pour montrer mon expertise. Et donc on va lister des contenus comme ça. Une fois que c'est fait, ce que je vous conseille énormément en partie 4, ça va être de préparer en avance vos contenus. Ça, c'est super important. En plus, il y a des outils comme SEMrush qui permettent de les programmer. Donc, préparer en avance vos contenus, faire ce qu'on appelle du batching, parce que vous pensez que le contenu prend du temps? Rajoutez 20% par rapport à ce que ça prend. Parce qu'en fait, ça prend toujours énormément de temps, plus de temps que l'on pensait. Ça prend surtout si c'est pas votre métier. Ça prend toujours beaucoup plus de temps que l'on pensait. Donc, c'est très important de préparer en amont. Comme ça, en préparant en amont, je suis sûre que quoi qu'il arrive, j'ai de la régularité. Donc, hyper important, 5e étape, préparer en amont, c'est-à-dire faire un tournage et je tourne plein de vidéos en même temps, c'est-à-dire je suis sur Canva et je fais plein de carousels en même temps, je suis sur mon document Word ou ce que tu veux, j'écris plein de contenu en même temps. Voilà, je prépare en amont. Et enfin, la 5e étape, ne lâchez pas. Rome ne s'est pas faite en un jour, votre réputation ne sera pas en un jour non plus. Ça, c'est vraiment super important d'avoir de la résilience. C'est ce que je dis souvent, c'est que des gens qui se lancent dans la création de contenu, il y en a plein tous les jours. Ceux qui font la différence, c'est pas ceux qui se lancent, c'est ceux qui restent. Donc, la constance. Waouh, mais tu as complètement... tu nous as laissé complètement bouche ouverte ici. Donc... C'est gentil, elle me flatte. Non, mais c'est vrai. Bon, merci beaucoup pour ces conseils. Si jamais, une dernière petite question avant de terminer. Bien sûr. On parle beaucoup, de tendance marketing. Donc, j'aimerais bien avoir un peu, selon toi, en 2024, quelles sont un peu les tendances, surtout au niveau de la communication sur les réseaux sociaux qu'on devrait regarder ou peut-être essayer dans notre stratégie de communication? Bien sûr. Alors, pour le coup, moi, il y a une grosse tendance. Pour moi, il y en a 3 grandes. La première, en termes de positionnement, ça va être effectivement le personal branding. Ça va être de prendre la parole en tant qu'être humain et professionnel, plus qu'en tant que marque. Ça, c'est très important, notamment si vous êtes entrepreneur ou si vous avez envie de l'être. À mon avis, vous n'allez pas avoir qu'une seule entreprise. Donc, créer son audience autour de soi est plus puissant que de créer autour d'une seule entreprise, parce que si jamais, là j'ai créé mon agence, imaginons si j'avais créé toute ma communication autour uniquement de mon agence et que demain je la vends ou je la kill, je recommence de zéro.
Ouais. Donc très important le personal branding, même quand vous êtes salarié, parce que comme le disait très bien Julie avec l'employé advocacy, en fait, même quand tu es salarié, bah, ça se trouve déjà, tu auras peut-être envie de continuer dans l'entreprise et ça te permet en fait de développer de nouveaux skills et de pouvoir augmenter dans l'entreprise, etc. Ça te permet aussi de développer de nouvelles compétences, pourquoi pas te découvrir un nouveau métier. Voilà, donc c'est chouette aussi de développer son personal branding, il y a plein de petits effets insoupçonnés sur le personal branding, j'en parlais la dernière fois sur LinkedIn et en fait je disais, c'est que avec le personal branding, personnellement, je suis beaucoup plus éloquente qu'avant. Parce que je sais comment utiliser les mots, parce que je le fais tous les jours en créant du contenu, en fait. Donc, super important. Donc, première tendance, le personal branding, incarner le professionnel ou la marque que l'on est. Deuxième tendance pour moi, la vidéo. Ouais. Évidemment, ça fonctionne. C'est pour ça que le podcast est filmé. Voilà. La vidéo, qu'elle soit courte ou longue, parce que YouTube n'a pas dit son dernier mot face à TikTok, qu'elle soit courte ou longue, en tout cas, la vidéo occupe une grande place parce que ça nous permet d'atteindre ce qu'on voulait, humaniser. Donc, on peut montrer des photos, des carousels, tout ce qu'on veut. Ça ne remplacera jamais le fait de voir la personne parler, le fait de la voir. Voilà, est-ce que moi je parle avec les mains? Est-ce qu'on parle avec les mains? Comment elle se positionne, etc. Ça donne tout, en fait, beaucoup plus d'indications sur l'humain que je suis. Donc, la vidéo. Et enfin, la troisième tendance, et il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées quand je le dis, pour moi, c'est la newsletter. Ah ouais. La newsletter, pour moi, elle n'a pas dit son dernier mot parce que les gens aiment bien retourner un peu au contenu écrit aussi, ce qui est très important. Et en plus, tu as un sujet un peu plus de fond. Tu as un peu plus ce côté média, un peu journal, tu vois, que tu vas lire le matin, par exemple, en fait, ta newsletter. Donc, moi, la newsletter, je sens, et on le voit d'ailleurs aux États-Unis, Substack est en train d'augmenter incroyablement. Ouais. Donc, Substack, c'est un outil de newsletter pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, la newsletter est un vecteur incroyable aussi de personal branding et permet de passer de l'écrit, etc. Donc tout le monde, la vidéo peut toucher plus de monde que la newsletter, mais le public de la newsletter est très très qualifié, donc il ne faut pas la mettre de côté. Et ça va être une grosse tendance selon moi en 2024-2025. Ah, personal branding, vidéo et newsletter. Voilà. Bah, super. Bah, merci beaucoup, Juliette. Merci à toi. D'être venue sur notre super tournage du podcast. Bien. Bravo encore, c'était vraiment super et merci beaucoup pour l'invitation, Julie, et ta confiance. Merci. Bah, on se reparle bientôt et à bientôt. À bientôt.